Grand 3. À l'aube du 18 mars, Paris fut réveillé par ce coup de tonnerre. Vive la Commune! Qu'est-ce donc que la Commune, ce sphinx qui tarabuste si fort l'esprit bourgeois? Ouvrez les guillemets. Les prolétaires de Paris, disait le comité central dans son manifeste du 18 mars, au milieu des défaillances et des trahisons des classes gouvernantes, ont compris que l'heure était arrivée pour eux de sauver la situation en prenant en main la direction des affaires publiques. Le prolétariat a compris que c'était de son devoir impérieux et de son droit absolu de prendre en main ses destinées et d'en assurer le triomphe en s'emparant du pouvoir. Fermez les guillemets. Mais la classe ouvrière ne peut pas simplement mettre la main sur une machinerie d'État toute faite et la manière à ses fins propres. Note de bas de page. Ici, Marx formule la leçon principale et fondamentale de la Commune de Paris. Quelle gigantesque signification Marx et Engels attachaient à cette leçon, on le voit par leurs notes à la préface du manifeste du Parti communiste en date du 24 juin 1872. Il y est dit que le programme du manifeste du Parti communiste est aujourd'hui vieilli en certains points. La Commune, notamment, a démontré qu'il ne suffit pas que la classe ouvrière s'empare de la machine de l'État pour la faire servir à ses propres fins. À ce sujet, Lénine écrivait, ouvrez les guillemets, « Il est caractéristique au plus haut degré que ce soit justement cette addition essentielle que les opportunistes ont dénaturée, au point que, sans doute, les 9/10, sinon les 99 centièmes des lecteurs du manifeste, n'en saisissent pas la portée. L'interprétation entre guillemets courante, vulgaire, que donnent les opportunistes de la fameuse formule de Marx citée par nous, l'idée que Marx aurait soulignée serait celle du développement lent par opposition à la conquête du pouvoir, etc. Or, c'est justement le contraire. L'idée de Marx est que la classe ouvrière doit briser, détruire, ouvrez les guillemets, la machine de l'État toute, fermez les guillemets, et ne pas se borner à s'en rendre maître. Ouvrez les guillemets. Briser la machine bureaucratique et militaire, fermez les guillemets. Ces mots condensent la grande leçon du marxisme en ce qui concerne le rôle du prolétariat révolutionnaire par rapport à l'État. Et c'est précisément cette leçon qu'on oublie complètement et que dénature absolument l'interprétation entre guillemets trotskiste dominante du marxisme. Ouvrez la parenthèse, Lénine, L'État et la Révolution, œuvre complète, tome 21, page 473-474, fermez la parenthèse. Fin de la note de bas de page. Mais la classe ouvrière ne peut pas simplement mettre la main sur une machinerie d'État toute faite et la manière à ses fins propres. Le pouvoir centralisé d'État, avec ses organes partout présents, armée permanente, police, bureaucratie, clergé et magistrature, organes façonnés d'après le plan d'une division systématique et hiérarchique du travail, tire son origine des jours de la monarchie absolue, servant alors à la société bourgeoise naissante d'armes puissantes dans ses luttes contre le féodalisme. Cependant, son développement restait entravé par toutes sortes de rebuts moyenâgeux, droits seigneuriaux, privilèges locaux, monopoles municipaux et corporatifs, et constitutions provinciales. Le balai gigantesque de la Révolution française du XVIIIe siècle emporta toutes ces reliques des temps passés, débarrassant ainsi du même coup le sol social des derniers obstacles à la superstructure de l'édifice de l'État moderne, bâti sous le Premier Empire, lui-même le fruit des guerres de coalition, note de bas de page,
Guerre menée par l'Angleterre, la Prusse, l'Autriche, l'Espagne et la Russie contre la France révolutionnaire et ensuite contre l'Empire de Napoléon Ier. Fin de la note de bas de page. Le balai gigantesque de la Révolution française du XVIIIe siècle emporta toutes ces reliques des temps passés, débarrassant ainsi du même coup le sol social des derniers obstacles à la superstructure de l'édifice de l'État moderne, bâti sous le Premier Empire, lui-même le fruit des guerres de coalition de la vieille Europe semi-féodale contre la France moderne. Sous les régimes suivants, le gouvernement, placé sous contrôle parlementaire, c'est-à-dire sous le contrôle direct des classes possédantes, ne devint pas seulement une serre pour d'énormes dettes nationales et des impôts écrasants. Avec ses irrésistibles attraits, place, profit, protection, il ne devint pas seulement l'os disputé par les factions rivales et les aventuriers des classes dirigeantes, mais son caractère politique changea conjointement aux changements économiques de la société. Du même pas par lequel le progrès de l'industrie moderne développait, élargissait, intensifiait l'antagonisme de classe entre capital et travail, le pouvoir d'État assumait de plus en plus les caractères du pouvoir national du capital sur le travail, d'une force publique organisée pour l'asservissement social, d'un engin du despotisme de classe. Après chaque révolution, qui marquait une phase plus avancée dans la lutte des classes, le caractère purement répressif du pouvoir d'État ressortait avec un relief de plus en plus impudent. La révolution de 1830, qui aboutit à un transfert de gouvernement des propriétaires terriens aux capitalistes, le transféra des antagonistes les plus éloignés des ouvriers à leurs antagonistes les plus directs. Les bourgeois républicains, qui au nom de la Révolution de février s'emparèrent du pouvoir d'État, le firent servir au massacre de juin, afin de convaincre la classe ouvrière que la République sociale, entre guillemets, cela signifiait la République qui assurait leur sujétion sociale. Et afin de convaincre la masse royaliste de la classe bourgeoise et terrienne qu'ils pouvaient en toute sécurité abandonner les soucis et les émoluments du gouvernement aux républicains entre guillemets bourgeois. Toutefois, après leur unique exploit héroïque de juin, les républicains bourgeois durent passer des premiers rangs à l'arrière-garde du parti de l'ordre entre guillemets, combinaison formée par toutes les fractions et factions rivales de la classe des accapareurs dans leur antagonisme maintenant ouvertement déclaré envers les classes productrices. La forme propre de leur gouvernement en commandite fut la République parlementaire entre guillemets, avec Louis Bonaparte pour président. Ce fut un régime de terrorisme de classe avoué et d'insultes calculées à la vile multitude entre guillemets. Si la République parlementaire, comme disait M. Thiers, ouvrez les guillemets, les divisait, ouvrez le crochet, les diverses fractions de la classe dirigeante, fermez les crochets, le moins, fermez les guillemets, elle ouvrait un abîme entre cette classe et le corps entier de la société en dehors de leur maigre rang. Les entraves que sous les régimes précédents leur propre division avait encore mises au pouvoir d'État furent écartées par leur union et, en vue du soulèvement du prolétariat qui menaçait, ils se servirent alors de ce pouvoir d'État sans merci, avec ostentation, comme l'engin de guerre nationale du capital contre le travail. Dans leur croisade ininterrompue contre les masses productives, ils étaient toutefois forcés non seulement d'investir l'exécutif de pouvoirs sans cesse accrus de répression, mais en même temps de démanteler leur propre forteresse parlementaire, l'Assemblée nationale,
un par un, de tous ses propres moyens de défense contre l'exécutif. L'exécutif, en la personne de Louis Bonaparte, les mit à la porte. Le fruit naturel de la République du « parti de l'ordre » entre guillemets, fut le Second Empire. L'Empire, avec le coup d'État pour acte de naissance, le suffrage universel pour sanction et le sabre pour sceptre, faisait profession de s'appuyer sur la paysannerie, la large masse des producteurs directement engagés dans la lutte du capital et du travail. Il se targuait de sauver la classe ouvrière, en finissant avec le parlementarisme, et par là, avec la soumission non déguisée du gouvernement aux classes possédantes en relevant leur suprématie économique sur la classe ouvrière. Et finalement, il se targuait d'unir toutes les classes en ranimant pour tous les chimères de la gloire nationale. En réalité, c'était la seule forme possible de gouvernement à une époque où la bourgeoisie avait déjà perdu, et la classe ouvrière pas encore acquis, la faculté de gouverner la nation. Il fut acclamé dans le monde entier comme le sauveur de la société. Sous sa domination, la société bourgeoise, libérée des soucis politiques, atteignit un développement qu'elle n'avait pas espéré elle-même. Son industrie et son commerce atteignirent des proportions colossales. L'escroquerie financière célébra des orgies cosmopolites. La misère des masses fut mise en valeur par l'étalage éhonté d'un luxe somptueux, courtisanesque et avili. Le pouvoir d'État, avec l'air de planer au-dessus de la société, était en même temps lui-même le plus grand scandale de cette société et le foyer même de toutes ses corruptions. Sa propre pourriture et celle de la société qu'il avait sauvée furent mises à nu par la baïonnette de la Prusse, elle-même avide de transférer le siège suprême de ce régime de Paris à Berlin. L'impérialisme, note de bas de page. Le terme d'impérialisme entre guillemets est ici employé par Marx pour désigner le régime bonapartiste d'empire entre guillemets de Louis-Napoléon. Fin de la note de bas de page. L'impérialisme est, en même temps, la plus prostituée et la dernière forme de ce pouvoir d'État que la société bourgeoise naissante avait entrepris de façonner comme un moyen de sa propre émancipation du féodalisme et que la société bourgeoise développée avait finalement transformé en instrument pour l'asservissement du travail au capital. L'antithèse directe de l'Empire, ce fut la Commune. Le cri de « République sociale » entre guillemets, auquel la Révolution de février avait été proclamée par le prolétariat de Paris, n'exprimait guère qu'une vague aspiration vers une république qui ne devait pas seulement remplacer la forme monarchique de la domination de classe, mais la domination de classe elle-même. La Commune fut la forme positive de cette république. Paris, le siège central de l'ancien pouvoir gouvernemental et en même temps la forteresse sociale de la classe ouvrière française, s'était levé en armes contre la tentative de Thiers et des ruraux de restaurer et de perpétuer cet ancien pouvoir gouvernemental que leur avait légué l'Empire. Paris ne pouvait résister que parce que, en conséquence du siège, il s'était débarrassé de l'armée et l'avait remplacée par une garde nationale dont la masse était constituée par des ouvriers. Ce fait, maintenant, devait être transformé en une institution. Le premier décret de la Commune fut donc la suppression de l'armée permanente et la substitution à cette armée du peuple armé. La Commune fut composée des conseillers municipaux, choisis par le suffrage universel dans les divers arrondissements de la ville, responsables et révocables à court terme. La majorité de ses membres étaient naturellement des ouvriers
ou des représentants reconnus de la classe ouvrière. La commune devait être non pas un organisme parlementaire, mais un organisme de travail, exécutif et législatif à la fois. Note de bas de page. À propos de cette caractéristique de la commune, comme nouveau type d'État, Lénine écrivait, ouvrez les guillemets, une assemblée non parlementaire mais travailleuse, fermez les guillemets. Voilà la vérité toute crue jetée à la face des parlementaires contemporains et des hommes tout entre guillemets parlementaires de la social-démocratie. Considérez n'importe quel pays de parlementarisme, depuis l'Amérique jusqu'à la Suisse, depuis la France jusqu'à l'Angleterre, la Norvège, etc. La véritable besogne gouvernementale entre guillemets se fait dans les coulisses, et ce sont les ministères, les chancelleries, les états-majors qui l'accomplissent. Dans les parlements, on ne doit que bavarder à seule fin de duper la populace entre guillemets. Ce parlementarisme vénal et pourri de la société bourgeoise, la commune le remplace par des institutions dans lesquelles la liberté de discussion et d'examen ne dégénère pas en duperie. Les mandataires eux-mêmes doivent travailler, eux-mêmes faire exécuter leurs lois, eux-mêmes contrôler les résultats obtenus, eux-mêmes en répondre directement devant leurs électeurs. Les institutions représentatives sont maintenues, mais il n'y a plus de parlementarisme comme système spécial, comme division du travail législatif et exécutif, comme situation privilégiée pour les députés. 3 petits points. Il ne saurait être question d'anéantir tout d'un coup, partout et à fond, le fonctionnarisme. Voilà où serait l'utopie. Mais briser tout de suite la vieille machine administrative et commencer immédiatement à en construire une nouvelle, facilitant la suppression graduelle de tout fonctionnarisme, ce n'est pas une utopie. C'est l'expérience de la commune. C'est la tâche primordiale et immédiate du prolétariat révolutionnaire. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. Lénine, tome 21, L'État et la Révolution, page 480-482, fermez la parenthèse, fin de la note de bas de page. Au lieu de continuer d'être l'agent du gouvernement central, la police fut immédiatement dépouillée de ses attributs politiques et transformée en un agent de la commune, responsable et à tout instant révocable. Il en fut de même pour les employés et toutes les autres branches de l'administration. Depuis les membres de la commune jusqu'en bas, ce service public devait être assuré pour des salaires d'ouvriers. Les bénéfices d'usage et les indemnités de représentation des hauts dignitaires de l'État disparurent avec les hauts dignitaires eux-mêmes. Les fonctions politiques cessèrent d'être la propriété privée des créatures du gouvernement central. Non seulement l'administration municipale, mais toute l'initiative jusqu'alors exercée par l'État fut déposée entre les mains de la commune. Une fois débarrassée de l'armée permanente et de la police, éléments de la force physique de l'ancien gouvernement, la commune était soucieuse de briser la force spirituelle de répression, le pouvoir du curé entre guillemets, par la destitution et l'expropriation de toutes les églises comme corps possédants. Les prêtres furent envoyés dans le calme de la vie privée pour s'y nourrir des aumônes des fidèles, à l'imitation de leurs prédécesseurs, les apôtres. La totalité des établissements d'instruction furent ouverts au peuple gratuitement et, en même temps, délivrés de toute ingérence d'Église et d'État. Ainsi, non seulement l'instruction était rendue accessible à tous, mais la science elle-même était libérée des fers dont les préjugés de classe et la force gouvernementale l'avaient chargée. Les fonctionnaires judiciaires devaient être dépouillés de cette feinte indépendance qui n'avait servi qu'à masquer leur abjecte soumission
à tous les gouvernements successifs auxquels, tour à tour, ils avaient prêté des serments de fidélité, successivement violés. Comme le reste des serviteurs publics, magistrats et juges devaient être électifs, responsables et révocables. La Commune de Paris devait, bien entendu, servir de modèle à tous les grands centres industriels de France. Le régime de la Commune, une fois établi à Paris et dans les centres secondaires, l'ancien gouvernement centralisé aurait, dans les provinces aussi, dû faire place à l'autogouvernement des producteurs. Dans une sommaire esquisse d'organisation nationale que la Commune n'eut pas le temps de développer, elle déclare clairement que la Commune devait être la forme politique même des plus petits hameaux de campagne et que dans les régions rurales, l'armée permanente devait être remplacée par une milice nationale, avec un temps de service extrêmement court. Les communes rurales de chaque région devaient administrer leurs affaires communes par une assemblée de délégués dans la ville centrale et des assemblées de région devaient à leur tour envoyer des députés à la délégation nationale à Paris. Chaque délégué devant être à tout moment révocable et lié par le mandat impératif de ses commettants. Les fonctions peu nombreuses mais importantes qui resteraient encore à un gouvernement central ne devaient pas être supprimées, comme on l'a intentionnellement représenté à faux, mais devaient être remplies par des agents communaux et par conséquent strictement responsables. L'unité de la nation ne devait pas être brisée, mais, au contraire, être organisée par la constitution communale, et devait devenir une réalité par la destruction du pouvoir d'État, qui prétendait être l'incarnation de cette unité indépendante de la nation même, et supérieure à elle, alors qu'il n'en était qu'une excroissance parasitaire. Tandis que les organes purement répressifs de l'ancien pouvoir gouvernemental devaient être amputés, ces fonctions légitimes seraient arrachées à une autorité qui usurpait une prééminence au-dessus de la société elle-même et rendues aux agents responsables de la société. Au lieu de décider une fois en 3 ou 6 ans quel membre de la classe dirigeante devait représenter, entre guillemets, le peuple au Parlement, note de bas de page. Sur cette caractéristique du parlementarisme, Lénine écrivait, ouvrez les guillemets, cette remarquable critique du parlementarisme, faite en 1871, grâce à l'hégémonie du social-chauvinisme et de l'opportunisme, appartient également aujourd'hui aux pages oubliées entre guillemets du marxisme. 3 petits points. Décider périodiquement en quelques années quel membre de la classe dominante opprimera, écrasera le peuple au Parlement, voilà l'essence même du parlementarisme bourgeois. Non seulement dans les monarchies parlementaires constitutionnelles, mais aussi dans les républiques les plus démocratiques. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. Lénine, tome 21, L'État et la Révolution, page 479, fermez la parenthèse, fin de la note de bas de page. Au lieu de décider une fois en 3 ou 6 ans quel membre de la classe dirigeante devait représenter, entre guillemets, le peuple au Parlement, le suffrage universel devait servir le peuple constitué en commune, comme le suffrage individuel sert tout autre employeur en quête d'ouvriers et de directeurs pour son affaire. Et c'est un fait bien connu que les compagnies, comme les individus, en matière d'affaires véritables, savent généralement mettre l'homme qu'il faut là où il le faut, et s'ils font une fois une erreur, comment la redresser promptement. D'autre part, rien ne pouvait être plus étranger à l'esprit de la Commune que de remplacer le suffrage universel par une investiture hiérarchique. C'est en général le sort des formations historiques sociales entièrement nouvelles d'être prises à tort pour la réplique de formes plus anciennes
et même mortes, de la vie sociale, avec lesquelles elles peuvent avoir une certaine ressemblance. Ainsi, cette nouvelle commune qui brise le moderne pouvoir d'État, on l'a prise à tort pour une reproduction des communes médiévales, qui d'abord précédèrent ce pouvoir d'État et ensuite en devinrent le substratum même. La constitution communale a été prise à tort pour une tentative de rompre en une fédération de petits États, suivant le rêve de Montesquieu et des Girondins, cette unité des grandes nations qui, bien qu'originellement apportée par la force politique, est maintenant devenue un puissant coefficient de production sociale. L'antagonisme de la commune et du pouvoir d'État a été pris à tort pour une forme exagérée de la vieille lutte contre la surcentralisation. Des circonstances historiques particulières peuvent avoir prévenu le développement classique, comme en France, de la forme bourgeoise du gouvernement et peuvent avoir permis, comme en Angleterre, de compléter les grands organes d'État centraux par des vestries, note de bas de page, conseil de paroisse, fin de la note de bas de page. Des circonstances historiques particulières peuvent avoir prévenu le développement classique, comme en France, de la forme bourgeoise du gouvernement et peuvent avoir permis, comme en Angleterre, de compléter les grands organes d'État centraux par des vestries corrompus de conseillers affairistes et de féroces gardiens de la loi du pauvre dans les villes et, dans les comtés, des magistrats virtuellement héréditaires. La constitution communale aurait restitué au corps social toutes les forces jusqu'alors absorbées par le parasite d'État qui se nourrit sur la société et en paralyse le libre mouvement. Par ce seul fait, elle eût commencé la régénération de la France. La bourgeoisie française de province vit dans la commune une tentative de restaurer l'influence que cette classe avait exercée sur le pays sous Louis-Philippe et qui, sous Louis-Napoléon, avait été supplantée par la domination prétendue de la campagne sur les villes. En réalité, la constitution communale mettait les producteurs ruraux sous la direction intellectuelle des villes centrales de leur région et leur y assurait, dans les ouvriers, les gardiens naturels de leurs intérêts. L'existence même de la commune impliquait, comme suite, la liberté municipale locale, mais désormais plus comme contrepoids du pouvoir d'État maintenant destitué. Il ne pouvait entrer que dans la tête d'un Bismarck qui, s'il n'était pas engagé dans ces intrigues de sang et de fer, aimait toujours en revenir à son ancien métier, si bien adapté à son calibre mental de collaborateur au Kladderadatsch, il ne pouvait entrer que dans une telle tête d'assigner à la Commune de Paris des aspirations calquées sur cette caricature de la vieille organisation municipale française de 1791 qu'est la Constitution municipale prussienne, qui rabaisse le gouvernement des villes à de simples rouages de second ordre dans la machinerie policière de l'État prussien. La Commune a fait de ce mot d'ordre des révolutions bourgeoises, le gouvernement à bon marché, une réalité, en détruisant ces deux grandes sources de dépenses, l'armée permanente et le fonctionnarisme d'État. Son existence même supposait la non-existence de la monarchie qui, en Europe au moins, est l'embarras normal et l'indispensable déguisement de la domination de classe. Elle fournissait à la République la base d'institutions réellement démocratiques. Mais ni le gouvernement à bon marché, ni la vraie République, entre guillemets, n'était son but dernier. Il n'était guère que ses corollaires. La multiplicité des interprétations auxquelles la Commune a été soumise et la multiplicité des intérêts qu'il expliquait à leur profit montrent que c'était une forme politique tout à fait expansive,
tandis que toutes les formes préalables de gouvernement avaient été décidément répressives. C'était là son véritable secret. C'était essentiellement un gouvernement de la classe ouvrière, le produit de la lutte de la classe des producteurs contre la classe des accapareurs, la forme politique à la fin découverte sous laquelle on pouvait réaliser l'émancipation économique du travail. Note de bas de page. Analysant cette leçon d'une grande portée historique que Marx a tirée de l'expérience de la Commune de Paris, Lénine écrivait, ouvrez les guillemets, des utopistes se sont occupés à la découverte, entre guillemets, des formes politiques dans lesquelles devra se produire la transformation socialiste de la société. Les anarchistes se sont écartés de la question des formes politiques en général. Les opportunistes de la social-démocratie contemporaine ont accepté les formes politiques bourgeoises de l'État démocratique parlementaire comme une limite infranchissable. Ils se sont fendus le front à force de prier devant cette image entre guillemets, et ils ont traité d'anarchisme toute tentative de briser ces formes. De toute l'histoire du socialisme et de la lutte politique, Marx a conclu que l'État est condamné à disparaître et que la forme transitoire de l'État en voie de disparition, ouvrez la parenthèse, la forme de transition de l'État vers l'absence d'État, fermez la parenthèse, sera, ouvrez les guillemets, le prolétariat organisé en classe dominante, fermez les guillemets. Quant aux formes politiques de l'avenir, Marx ne s'est pas hasardé à les découvrir. Il s'est borné à l'observation exacte, à l'analyse de l'histoire française et à la conclusion qui ressortait de l'année 1851, à savoir que nous allons vers la destruction de la machine d'État bourgeoise. Et lorsque le mouvement révolutionnaire du prolétariat éclata en grand, Marx, malgré l'insuccès de ce mouvement, malgré son existence éphémère et sa surprenante faiblesse, se mit à étudier quelle forme politique venait de se révéler. La Commune, telle est la forme, ouvrez les guillemets, enfin découverte, fermez les guillemets, par la révolution prolétarienne, sous laquelle s'accomplira l'affranchissement économique du travail. La Commune est la première tentative faite par la révolution prolétarienne de briser la machine d'État bourgeoise. C'est la forme politique enfin découverte, entre guillemets, qui peut et qui doit remplacer ce qui a été brisé. Nous verrons plus loin que les révolutions russes de 1905 et de 1917, dans un cadre différent, dans d'autres conditions, ne font que continuer l'œuvre de la Commune et qu'elles confirment la géniale analyse historique de Marx. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. Lénine, tome 21, L'État et la Révolution, page 487-488, fermez la parenthèse. Fin de la note de bas de page. Donc, la multiplicité des interprétations auxquelles la Commune a été soumise et la multiplicité des intérêts qu'il expliquait à leur profit montrent que c'était une forme politique tout à fait expansive, tandis que toutes les formes préalables de gouvernement avaient été décidément répressives. C'était là son véritable secret. C'était essentiellement un gouvernement de la classe ouvrière, le produit de la lutte de la classe des producteurs contre la classe des accapareurs, la forme politique à la fin découverte sous laquelle on pouvait réaliser l'émancipation économique du travail. Sans cette dernière condition, la constitution communale eût été une impossibilité et un leurre. La domination politique du producteur ne peut coexister avec la prolongation de son esclavage social. La commune devait donc servir de levier pour déraciner les fondements économiques sur lesquels repose l'existence des classes,
et donc de la domination de classe. Une fois le travail émancipé, tout homme devient un travailleur, et le travail productif cesse d'être un attribut de classe. C'est un fait étrange. En dépit de tout le grand débat et de toute l'immense littérature des 60 dernières années sur l'émancipation du travail, à peine les ouvriers prennent-ils n'importe où, pour de bon, le sujet entre leurs propres mains, que, sur le champ, se lève toute la phraséologie apologétique des porte-paroles de la société actuelle, avec ses deux pôles, capital et esclavage salarié, ouvrez la parenthèse, le propriétaire foncier n'est plus que le partenaire passif du capitalisme, fermez la parenthèse, comme si la société capitaliste était encore dans son plus pur état d'innocence virginale, avec ses antagonismes non encore développés, avec ses illusions non encore éclatées, avec ses réalités infâmes non dénudées encore. La commune, s'exclame-t-il, entend abolir la propriété, base de toute civilisation. Oui, messieurs, la commune entendait abolir cette propriété de classe qui fait du travail du grand nombre la richesse du petit. Elle visait à l'expropriation des expropriateurs. Elle voulait faire de la propriété individuelle une réalité en transformant les moyens de production, terre et capital, aujourd'hui essentiellement moyens d'asservissement et d'exploitation du travail, en simples instruments d'un travail libre et associé. Mais c'est du communisme, de l'impossible entre guillemets communisme. Et quoi? Ceux des membres des classes dominantes, qui sont assez intelligents pour comprendre l'impossibilité de perpétrer le système actuel, et ils sont nombreux, sont devenus les apôtres encombrants et prolixes de la production coopérative. Si la production coopérative ne doit pas rester une feinte et un piège, si elle doit remplacer le système capitaliste, si des associations coopératives unies doivent régler la production nationale sur un plan commun, la prenant ainsi sous leur propre contrôle et mettant fin à l'anarchie constante et aux convulsions périodiques qui sont les fatalités de la production capitaliste, que serait-ce, messieurs, sinon du communisme, du très possible entre guillemets communisme. La classe ouvrière n'attendait pas de miracle de la commune. Elle n'a pas d'utopie toute faite à introduire par décret du peuple. Elle sait que, pour réaliser sa propre émancipation, et avec elle cette forme plus haute vers laquelle la société actuelle se dirige irrésistiblement par son propre développement économique, elle aura à traverser de longues luttes, une série de processus historiques qui transformeront les circonstances et les hommes. Ils n'ont pas à réaliser d'idéal, mais à libérer les éléments de la nouvelle société dont la vieille société bourgeoise qui s'affaisse est enceinte. Dans la pleine conscience de sa mission historique, et avec la résolution héroïque de l'accomplir, la classe ouvrière peut se permettre de sourire aux invectives grossières de ces messieurs de plume et d'encre à la solde des messieurs tout court, et du patronage prêcheur des doctrinaires bourgeois bienveillants, débitant leur platitude d'ignorants et leur chinoiserie de sectaires sur le ton d'oracle de l'infaillibilité scientifique. Quand la Commune de Paris prit la direction de la Révolution entre ses propres mains, quand de simples ouvriers, pour la première fois, osèrent empiéter sur le privilège gouvernemental de leur, ouvrez les guillemets, supérieur naturel, fermez les guillemets, et, dans des circonstances d'une difficulté sans exemple, accomplir leur œuvre modestement, consciencieusement et efficacement, et l'accomplir pour des salaires dont le plus élevé atteignait à peine le 1/5 de ce qui,
à en croire une haute autorité scientifique, est le minimum requis pour le secrétaire d'un certain conseil de direction des écoles de Londres, le vieux monde se débattit dans les convulsions de la rage à la vue du drapeau rouge, symbole de la République du travail, flottant sur l'hôtel de ville. Eh bien, c'était la première révolution dans laquelle la classe ouvrière était ouvertement reconnue comme la seule capable d'initiative sociale, même par la grande masse de la classe moyenne de Paris, boutiquiers, commerçants, négociants, les riches capitalistes seuls exceptés. La Commune l'avait sauvée, par un accord sagace, de cette cause perpétuelle de différends à l'intérieur même de la classe moyenne, les comptes créditeurs et débiteurs. Note de bas de page. Le comité central de la Garde nationale avait, dès le 20 mars, ajourné le paiement des traites au 1er octobre 1871. Le 18 avril, la Commune rendait un décret concernant la remise à toujours du paiement des échéances. Fin de la note de bas de page. Cette même partie de la classe moyenne, après qu'elle eut aidé à abattre l'insurrection des ouvriers en juin 1848, avait été sur l'heure sacrifiée sans cérémonie à ses créanciers par l'Assemblée constituante. Mais ce n'était pas là son seul motif pour se ranger aujourd'hui aux côtés de la classe ouvrière. Elle sentait qu'il n'y avait qu'une alternative, la Commune ou l'Empire, sous quelque nom qu'il pût reparaître. L'Empire les avait ruinés économiquement par les ravages qu'il avait faits dans la richesse publique, par l'escroquerie financière en gros qu'il avait encouragée, par l'impulsion qu'il avait prêtée à la centralisation artificiellement accélérée du capital et à l'expropriation corrélative de leur rang à eux. Il les avait supprimés politiquement, il les avait scandalisés moralement par ses orgies. Il avait insulté à leur voltairianisme en remettant l'éducation de leurs enfants aux frères ignorantins. Il avait révolté leur sentiment national de Français en les précipitant tête baissée dans une guerre qui ne laissait qu'une seule compensation pour les ruines qu'elle avait faites, la disparition de l'Empire. En fait, après l'exode hors de Paris de toute la haute bohème bonapartiste et capitaliste, le vrai parti de l'ordre de la classe moyenne se montra sous la forme de, ouvrez les guillemets, l'Union républicaine, fermez les guillemets, qui s'enrôlait sous les couleurs de la Commune et qui la défendait contre les falsifications préméditées de tiers. La reconnaissance de ce grand corps de la classe moyenne résistera-t-elle à la sévère épreuve actuelle ? Le temps seul le montrera. La Commune avait parfaitement raison en disant aux paysans que, ouvrez les guillemets, sa victoire était leur seule espérance, fermez les guillemets. De tous les mensonges éclos à Versailles et reprises par l'écho des glorieux journalistes à un sou la ligne de l'Europe, un des plus sensationnels fut que les ruraux représentaient la paysannerie française. Songez un peu à l'amour du paysan français pour les hommes auxquels, après 1815, il avait dû payer l'indemnité d'1 milliard. Note de bas de page. Quand, après le renversement de Napoléon Ier, la dynastie des Bourbons se trouva une fois de plus au pouvoir, elle résolut de dédommager la noblesse de France des terres dont elle avait été dépossédée pendant la Grande Révolution française. La noblesse reçut une indemnité de 1 milliard de francs. Fin de la note de bas de page. Aux yeux du paysan français, l'existence même d'un grand propriétaire foncier est en soi-même un empiètement sur ses conquêtes de 1789. La bourgeoisie,
en 1848, avait grevé son lopin de terre de la taxe additionnelle de 45 centimes par franc. Note de bas de page. Une taxe de 45 centimes par franc fut établie en 1848 par le gouvernement provisoire bourgeois afin de semer la discorde entre le prolétariat et la paysannerie. Le gouvernement motivait cette taxe par la nécessité de pourvoir à la nourriture des ouvriers. La taxe des 45 centimes dressa les paysans contre la Révolution et la République. Fin de la note de bas de page. Donc, la bourgeoisie, en 1848, avait grevé son lopin de terre de la taxe additionnelle de 45 centimes par franc. Mais elle l'avait faite au nom de la Révolution. Tandis que maintenant, elle avait fomenté une guerre civile contre la Révolution pour faire tomber sur les épaules du paysan le plus clair des 5 milliards d'indemnités à payer aux Prussiens. La Commune, d'autre part, dans une de ses premières proclamations, déclarait que les véritables auteurs de la guerre auraient à en payer les frais. La Commune aurait délivré le paysan de l'impôt du sang. Elle lui aurait donné un gouvernement à bon marché, aurait transformé ses sensus actuels, notaires, avocats, huissiers et autres vampires judiciaires, en agents communaux salariés, élus par lui et devant lui responsables. Elle l'aurait affranchi de la tyrannie du garde champêtre, du gendarme et du préfet. Elle aurait mis l'instruction par le maître d'école à la place de l'abêtissement par le prêtre. Et le paysan français est, par-dessus tout, homme de calcul. Il aurait trouvé cela extrêmement raisonnable que le traitement du prêtre, au lieu d'être extorqué par le précepteur, ne dépendit que du geste spontané des instincts religieux des paroissiens. Tels étaient les grands dons immédiats que le gouvernement de la Commune, et celui-ci seulement, apportait à la paysannerie française. Il est donc tout à fait superflu de s'étendre ici sur les problèmes plus compliqués mais vitaux que la Commune seule avait la faculté et en même temps la nécessité de résoudre en faveur du paysan. La dette hypothécaire, accroupie comme un incube sur sa parcelle de sol, le prolétariat foncier qui grandit chaque jour et son expropriation de cette parcelle rendue obligatoire à une allure de plus en plus rapide par le développement même de l'agriculture moderne et la concurrence du fermage capitaliste. Le paysan français avait élu Louis Bonaparte président de la République, mais le parti de l'ordre créa l'Empire. Ce que veut en réalité le paysan français, il commençait à le montrer en 1849 et 1850 en opposant son maire au préfet du gouvernement, son maître d'école au prêtre du gouvernement et lui-même au gendarme du gouvernement. Toutes les lois faites par le parti de l'ordre en janvier et février 1850 furent des mesures avérées de répression contre le paysan. Le paysan était un bonapartiste parce que la grande révolution, avec tous les bénéfices qu'il en avait tirés, se personnifiait à ses yeux en Napoléon. Cette illusion, qui se désagrégea rapidement sous le Second Empire, ouvrez la parenthèse, hostile en effet par sa nature même aux ruraux, fermez la parenthèse, ce préjugé du passé, comment aurait-il résisté à l'appel de la Commune, aux intérêts vivants et aux besoins pressants de la paysannerie? Les ruraux, c'était en fait leur appréhension maîtresse, savaient que 3 mois de libre communication du pari de la Commune avec les provinces amènerait un soulèvement général des paysans, et de là leur souci d'établir un blocus de police autour de Paris, comme pour arrêter la propagation de la peste bovine.
Si la commune était donc la représentation véritable de tous les éléments sains de la société française et par suite le véritable gouvernement national, elle était en même temps un gouvernement ouvrier, en tant que champion audacieux de l'émancipation du travail, de caractère décidément international. En vue de l'armée prussienne, qui avait annexé à l'Allemagne 2 provinces françaises, la commune annexait à la France les travailleurs du monde entier. Le Second Empire avait été la période jubilaire de l'escroquerie cosmopolite, les fripons de tous les pays se ruant à son appel pour participer à ses orgies et au pillage du peuple français. En ce moment même, le bras droit de Thiers est Ganesco, Valaque abject. Son bras gauche, Markovski, espion russe. La commune a admis tous les étrangers à l'honneur de mourir pour une cause immortelle. Entre la guerre étrangère perdue par sa trahison et la guerre civile fomentée par son complot avec l'envahisseur étranger, la bourgeoisie avait trouvé le temps d'étaler son patriotisme en organisant des chasses policières aux Allemands en France. La commune a fait d'un ouvrier allemand son ministre du Travail. Thiers, la bourgeoisie, le Second Empire avait continuellement joué la Pologne par de bruyantes professions de sympathie, tandis qu'en réalité, il la livrait à la Russie, dont il faisait le sale ouvrage. La commune a fait au fils héroïque de la Pologne l'honneur de les placer à la tête des défenseurs de Paris. Et pour marquer hautement la nouvelle ère de l'histoire qu'elle avait conscience d'inaugurer sous les yeux des Prussiens vainqueurs d'un côté et de l'armée de Bonaparte, conduite par des généraux bonapartistes de l'autre, la commune jeta bas ce colossal symbole de la gloire martiale, la colonne Vendôme. La grande mesure sociale de la commune, ce fut sa propre existence agissante. Ces mesures particulières ne pouvaient que traduire la tendance d'un gouvernement du peuple par le peuple. Telles furent l'abolition du travail de nuit pour les compagnons boulangers, l'interdiction pénale faite aux employeurs de leur habitude de réduire les salaires en prélevant sur leurs ouvriers des amendes sous de multiples prétextes, procédé par lequel l'employeur combine dans sa propre personne les rôles du législateur, du juge et du bourgeois, et filoute l'argent à son profit. Une autre mesure de cette classe fut la remise aux associations d'ouvriers, sous réserve de compensation, de tous les ateliers et fabriques qui avaient fermé, sans égard ou si les capitalistes correspondants avaient disparu, ou s'ils avaient préféré suspendre le travail. Les mesures financières de la commune, remarquables par leur sagacité et leur modération, ne pouvaient être que telles qu'il est compatible avec l'état d'une ville assiégée. En considération des vols prodigieux commis aux dépens de la ville de Paris par les grandes compagnies financières et les adjudicataires grâce à la protection d'Haussmann, la commune aurait eu des titres incomparablement meilleurs à la confiscation de leurs propriétés que Louis-Napoléon n'en avait eu contre la famille d'Orléans. Les Hohenzollern et les oligarques anglais qui, les uns et les autres, ont tiré une bonne partie de leur domaine du pillage de l'Église, furent, bien entendu, grandement scandalisés de ce que la commune n'eût recueilli que 8000 francs de la sécularisation. Alors que le gouvernement de Versailles, aussitôt qu'il eut recouvré un peu de tête et de force, employait les moyens les plus violents contre la commune, alors qu'il supprimait la libre expression d'opinion par toute la France jusqu'à l'interdiction des réunions aux délégués des grandes villes, alors qu'il soumettait Versailles et le reste de la France à un espionnage
qui surpassait de loin celui du Second Empire, alors qu'il faisait brûler par ses gendarmes inquisiteurs tous les journaux imprimés à Paris, et qu'il épluchait toute la correspondance de Paris et pour Paris, alors qu'à l'Assemblée nationale, les essais les plus timides de placer un mot en faveur de Paris étaient noyés sous les hurlements, d'une façon inconnue même à la Chambre introuvable de 1816, avec les sauvages de Versailles hors de Paris et dans Paris, ces tentatives de corruption et de complot, la Commune n'aurait-elle pas honteusement trahi sa mission en affectant d'observer toutes les conventions et les apparences du libéralisme, comme en un temps de paix profonde? Le gouvernement de la Commune eût-il été de la race de celui de M. Thiers, il n'y aurait pas eu plus d'occasion de supprimer des journaux du Parti de l'Ordre à Paris que de supprimer des journaux communaux à Versailles. Il était irritant, certes, pour les ruraux, que, précisément dans le moment même où ils professaient le retour à l'Église comme la seule branche de salut pour la France, la Commune infidèle déterra les mystères assez spéciaux du couvent de Picpus et de l'église Saint-Laurent. Note de bas de page. On trouva dans l'église Saint-Laurent des ossements de femmes violées par les moines et enterrées toutes vives. Au couvent de Picpus, on détenait, sous prétexte de folie, des femmes vouées au même sort. Fin de la note de bas de page. C'était de la même satire contre M. Thiers que, tandis que lui faisait dégringoler des grands croix sur les généraux bonapartistes en témoignage de leur maestria à perdre les batailles, à signer les capitulations et à rouler les cigarettes à Wilhelmshöhe, la Commune cassa et arrêta ces généraux dès qu'ils étaient suspectés de négliger leurs devoirs. L'expulsion hors de la Commune et l'arrestation sur son ordre d'un de ses membres qui s'y était faufilé sous un faux nom et qui avait encouru à Lyon une peine de 6 jours d'emprisonnement pour banqueroute simple, n'était-ce pas une insulte délibérée jetée au faussaire Jules Favre, alors encore ministre des Affaires étrangères de la France, encore en train de vendre la France à Bismarck, et dictant encore ses ordres à la Belgique, ce chef-d'œuvre de gouvernement? Mais certes, la Commune ne prétendait pas à l'infaillibilité, attribut invariable de tous les gouvernements de la vieille frappe. Elle publiait ses actes et paroles, elle initiait le public à toutes ses défaillances. Dans toute révolution, il se glisse à côté de ses agents véritables des hommes d'une toute autre trempe. Quelques-uns, survivants et dévots des révolutions du passé, sans vue sur le mouvement actuel, mais conservant de l'influence sur le peuple par leur honnêteté et leur courage reconnus, ou par la simple force de la tradition, d'autres, purs braillards, qui, à force de répéter depuis des années le même assortiment de déclamations stéréotypées contre le gouvernement du jour, se sont fait passer pour des révolutionnaires de la plus belle eau. Après le 18 mars, il surgit aussi quelques hommes de ce genre, et dans quelques cas, ils parvinrent à jouer des rôles de premier plan. Dans la mesure de leur pouvoir, ils gênèrent l'action réelle de la classe ouvrière, tout comme les gens de cette sorte ont gêné le plein développement de toute révolution antérieure. Ils sont un mal inévitable. Avec le temps, on s'en débarrasse, mais le temps ne fut pas accordé à la Commune. Quelle merveille, certes, que le changement opéré par la Commune dans Paris. Plus la moindre trace du Paris courtisanesque du Second Empire. Paris n'était plus le rendez-vous des propriétaires fonciers britanniques, des Irlandais par procuration. Note de bas de page. Par Irlandais par procuration, entre guillemets, on entend ici de grands propriétaires fonciers
qui ne vivaient presque jamais dans leur domaine d'Irlande et dilapidaient leurs revenus entre guillemets hors du pays. Fin de la note de bas de page. Paris n'était plus le rendez-vous des propriétaires fonciers britanniques, des Irlandais par procuration, des ex-négriers et munitionnaires enrichis d'Amérique, des ex-propriétaires de serfs russes et des boyards valaques. Plus de cadavres à la morgue, plus d'effractions nocturnes, pour ainsi dire pas de vol. En fait, pour la première fois depuis les jours de février 1848, les rues de Paris étaient sûres, et cela sans aucune espèce de police. Ouvrez les guillemets. Nous n'entendons plus parler, disait un membre de la commune, d'assassinat, de vol, ni d'agression. On croirait vraiment que la police a entraîné avec elle à Versailles toute sa clientèle conservatrice. Fermez les guillemets. Les cocottes avaient retrouvé la piste de leur protecteur, qui s'était terré, les hommes de la famille, de la religion et par-dessus tout de la propriété. À leur place, les vraies femmes de Paris avaient reparu à la surface, héroïques, nobles et dévouées, comme les femmes de l'Antiquité. Un Paris qui travaillait, qui pensait, qui combattait, qui saignait, presque oublieux, tout a couvert une société nouvelle, des cannibales à ses portes, radieux dans l'enthousiasme de son initiative historique. En face de ce nouveau monde à Paris se tenait l'ancien monde à Versailles, cette assemblée de goules de tous les régimes défunts, légitimistes et orléanistes, avides de se nourrir sur la carcasse de la nation, avec une queue de républicains d'avant le déluge, sanctionnant par leur présence dans l'Assemblée la rébellion des négriers, s'en remettant pour maintenir leur république parlementaire à la vanité du charlatan sénile qui est à sa tête, et caricaturant 1789 par ses réunions spectrales au jeu de paume. C'était donc elle, cette assemblée, la représentante de tout ce qui est mort en France, que seul ramenait à un semblant de vie l'appui des épées des généraux de Louis Bonaparte. Paris, toute vérité, Versailles, tout mensonge, et ce mensonge exhalé par la bouche de Thiers. Thiers dit à une députation des maires de Seine-et-Oise, ouvrez les guillemets, « Vous pouvez compter sur ma parole, je n'y ai jamais manqué. » Fermez les guillemets. Il dit à l'Assemblée même, ouvrez les guillemets, qu'elle est la plus librement élue et la plus libérale que la France ait jamais eue. Fermez les guillemets. Il dit à la soldatesque bigarrée qu'elle est, ouvrez les guillemets, l'admiration du monde et la plus belle armée que la France ait jamais eue. Fermez les guillemets. Il dit aux provinces qu'ils ne bombardent pas Paris, que c'est un mythe. Ouvrez les guillemets. Si quelques coups de canon ont été tirés, ce n'est pas par l'armée de Versailles, mais par quelques insurgés, pour faire croire qu'ils se battent quand ils n'osent même pas se montrer. Fermez les guillemets. Il dit encore aux provinces que, ouvrez les guillemets, l'artillerie de Versailles ne bombarde pas Paris, elle ne fait que le canonner. Fermez les guillemets. Il dit à l'archevêque que les prétendues exécutions et représailles, point d'exclamation entre parenthèses, attribuées aux troupes de Versailles sont pure rêverie. Il dit à Paris qu'il est seulement désireux, ouvrez les guillemets, de le délivrer des hideux tyrans qui l'oppriment, fermez les guillemets, et qu'en fait, ouvrez les guillemets, le Paris de la commune n'est qu'une poignée de scélérats, fermez les guillemets. Le Paris de Monsieur Thiers n'était pas le Paris réel de la, ouvrez les guillemets, ville multitude, fermez les guillemets, mais un Paris fantôme, le Paris des francs-fileurs, le Paris des boulevards, mâles et femelles, le Paris riche, capitaliste, doré, paresseux, qui encombrait maintenant de ses laquais, de ses escrocs,
de sa bohème littéraire et de ses cocottes, Versailles, Saint-Denis, Rueil et Saint-Germain, qui ne considérait la guerre civile que comme une agréable diversion, lorgnant la bataille en cours à travers des longues vues, comptant les volées de canon et jurant sur son propre honneur et sur celui de ses prostituées que le spectacle était bien mieux monté que d'habitude à la porte Saint-Martin. Les hommes qui tombaient étaient réellement morts. Les cris des blessés étaient des cris pour tout de bon. Et de plus, l'affaire entière était si intensément historique. C'est le Paris de Monsieur Thiers, comme l'émigration de Coblentz était la France de Monsieur de Calonne.